Le Meulane, rite et tradition du peuple Ekan. C'est une histoire qui refait surface lors d'une discussion au célèbre corps de garde d'Oyem, une localité située au nord du Gabon. C'était à l'occasion du concile Meulane, du 1er au 9 septembre 2012, dans cette localité. Pour rappel, le culte Meulane a disparu depuis une centaine d'années sous l'action du christianisme qui en a fait une diabolisation pour faire adhérer la communauté des Ekans à sa pratique religieuse. Pour en revenir à cette discussion, il était question pour les vieux et le prêtre Meulane d'expliquer ce qu'était le culte Meulane. Tous les vieux sans exception parlaient de Biéri et de ces urnes possédant des reliques ancestrales. Ainsi, deux camps de discussion prirent naissance, c'est-à-dire celui des missionnaires et celui des vieux Ekans. Les vieux soutenèrent que le Meulane était un culte voué à Dieu à travers l'intermédiaire de Nanungor, leur ancêtre, cette femme qui, sentant sa mort venir au milieu des tribulations subies par ses enfants, leur avait demandé de ne pas l'enterrer, mais de la conserver sous une forme reliquaire. Elle leur avait promis d'aller intercéder auprès de Dieu afin qu'il dispose en abondance de tout ce dont le village avait besoin. Elle désigna les prêtres qui devaient le garder et souligna que ce culte soit pratiqué de façon communautaire. Les responsables et initiés Ekans apprenaient alors à leurs descendants ce culte. On initiait alors les membres de chaque famille à la pratique du culte Meulane afin d'officier la cérémonie uniquement sur les dires et messages divulgués par les ancêtres. Le Suk Biéri, urne funéraire, semblable aux techniques d'incinération utilisées en Europe, était leur bien précieux. Le prêtre Meulane soutenu que le Meulane serait selon lui le rapport direct entre l'homme et Dieu, Eyo, qui serait assimilé au soleil, Nzop ou Vian. Ce culte n'avait pas besoin d'intermédiaire quelconque et reposait sur la connaissance et la connexion de l'homme avec son environnement à travers l'esprit. Autrement dit, chaque élément de la nature a un esprit à travers lequel il est connecté aux autres. Ceci parce que Dieu, le grand esprit, vit en chaque élément de la nature qu'il a créé et qu'à ce titre, il pouvait aussi s'adresser à l'homme à travers chaque élément. Il suffisait alors à l'homme d'étendre les mains vers Dieu ou de demander à la pluie de tomber ou par exemple au soleil de briller ou toute autre chose dont il avait besoin et les éléments de la nature se mettaient alors en mouvement pour le satisfaire. Dans ce culte, le Ngil, qui signifie le gorille, l'esprit vengeur et tous les autres rites se retrouvaient dans une même entité et ils étaient indissociables les uns des autres. Autrement dit, Eyo était tout, partout, en tout et pour tout. Le Meulane originel faisait en sorte que celui qui brille de nuit brille encore plus le jour, le monde invisible étant le directeur du monde visible. On dut donc se résoudre à l'exercice pratique du culte qui eut lieu ce fameux 9 septembre 2012 où une surprise se produisit. En effet, tous les vieux venus tels des curieux voir ce culte Meulane qui se pratiquait en public ce jour témoignèrent de la similitude du culte Meulane tel qu'ils le connaissaient, mais sans pourtant expliquer ses codes aux autres spectateurs. Un vieillard alla même jusqu'à prétendre avoir vu quelque chose, et quand on lui demanda ce qu'il avait vu, il piaffa simplement et dit que les jeunes ne pouvaient rien comprendre. Cependant, il avait l'air triste, et tout en secouant la tête, il dit être conscient du fait qu'ils avaient fait du mal à la communauté, et sans plus rien ajouter, il tourna ses talons et partit. À la fin du culte, les vieux et les prêtres restèrent au corps de garde. On exclut les femmes et les enfants à au moins 10 mètres du lieu, car les abords du corps de garde étaient occupés par des hommes adultes à qui on permit d'enregistrer la conversation. Le conclave ne dura pas plus d'1 heure
Mais il se dégageait une idée très nette des débats, à savoir, le peuple écan avait été dérouté de ce culte et qu'il était temps de rétablir les choses, et cela par l'amour et l'entente. La méconnaissance concrète de ce culte par les écans d'aujourd'hui les amena à se poser certaines questions et à faire des analyses aussi bien de divergence que de convergence entre les deux approches énoncées au début. En effet, il faut un certain temps pour se préparer à l'office, puis il y a l'office en elle-même. Cela demande du temps et de la concentration. Un peuple détourné de ses traditions et cultures propres ne peut bien exercer ce culte. En outre, l'autre hypothèse vient du fait que les écans, étant souvent attaqués, les prêtres melanes peuvent avoir été tués, à tel point qu'il n'y avait plus personne pour officier. Ainsi, l'éternelle insatisfaction de l'homme le détourna de Dieu, le Dieu cosmos, pour vénérer un Dieu imposé qui n'est pas le leur. On parle ici de l'essence de la tradition et de la culture écan. Le constat de Nanongo était le fait que Dieu était devenu sourd aux problèmes de ses enfants. Et voyant que ce dernier laissait sa descendance subir, à travers les multiples guerres et longues ségrégations qui semblaient ne jamais avoir de fin, elle décida alors de par son instinct maternel d'intercéder pour ses fils. Il est à noter que Nanongo n'avait apparemment aucun doute sur le fait de pouvoir parler à Eyo face à face, d'où le caractère fort des femmes écans. En fait, son esprit a effectué ce voyage et ses urnes reliquaires restaient auprès des siens. Donc, la relation avec Dieu se fait d'esprit à esprit. Elle est le point de départ du Bieri et la fin du Melane originel, voire pur. La multiplication du peuple écan fit que le Bieri originel donna naissance au Bieri clanique qui à son tour engendra le Bieri familial. Sa détresse fit qu'elle se sente obligée à faire ce choix, sentant sa mort venir, car elle voulait toujours les accompagner et veiller sur eux partout où ils iraient. Le Melane est unique, totalement voué au bien, rite qui va du général au particulier, protégeant ainsi la cité. L'intégration des reliques dans ce culte ne signifie pas que les écans aient tué des gens. Au contraire, cela venait du fait que chaque descendance demandait à ce que leurs reliques forment un socle reliquaire, et cela dans un esprit de sacrifice et de don de soi à la communauté pour son épanouissement. Le bien de la communauté était au-dessus de tout, en partant de Nanongo et tous ses fils qui respectaient ce legs. Et oui, combien sont capables d'un tel don aujourd'hui? L'union, le respect et la bonne utilisation de ce rite créent en vérité la connexion du corps de garde invisible, Abba Melane, qui était le lieu saint par excellence où se traitaient les problèmes de la communauté écan dans le monde invisible, où Nanongo était leur chef et matriarche, afin que les vivants puissent en bénéficier dans le monde visible. Il n'y a ici aucun besoin particulier de réconcilier le culte Melane dit originel et celui faisant appel aux reliques, dans la mesure où ils n'ont jamais été dissociés de leur office fondamental. Ces deux formes de Melane font état d'une part de ce que Dieu soit esprit et que ses contacts avec l'homme se font d'esprit à esprit. Et d'autre part, les reliques humaines ne constituent pas un esprit. Elles sont le symbole qui rappelle juste à la communauté l'existence de celui auquel elles ont appartenu. La conservation reliquaire est juste un rappel du culte légué, tel que la croix, les sacrements et autres dans le christianisme où on évoque Jésus. La seule nécessité de cette histoire venait à rétablir la vérité sur l'unique et véritable tradition de nos ancêtres, les écans, au-delà des pratiques et usages qui y sont assimilés.
un bout à peu près tira. Je mets tort. Et Tobio un à peu près en bas, avec bon il a même refusé de venir au village pour ne pas quitter une boule molanaise. Donc, même si je n'ai pas encore fait l'initiation, la deuxième initiation, j'ai une initiation génétique. Parce que la nombre capable n'a pas modifié l'ADN de quelqu'un 2 ou 3 générations à sa naissance. Donc, tes parents, tu as déjà initié génétiquement, sans le savoir. Salut la bleusaille. Pour introduire le sujet du jour, je vais vous parler d'une affaire assez étonnante que j'ai résolue il y a un peu plus de 4 ans. J'avais été appelé sur une scène de crime, un homme de 35 ans retrouvait le crâne fracassé au milieu de son salon pour aider un vieil ami passé officier depuis peu et responsable de l'enquête. L'appartement avait été littéralement retourné et absolument tout laissé penser à un cambriolage qui avait mal tourné. Cependant, cet ami me confia que le dossier lui faisait une drôle d'impression et que sans trop savoir ce qui clochait, son intuition orientait ses soupçons vers l'épouse. Mais sans mobile sérieux, impossible de l'arrêter pour l'interroger. En d'autres circonstances, je n'aurais fait que peu de cas de l'intuition d'un officier fraîchement moulu, mais je connaissais suffisamment celui-ci pour savoir que son flair pouvait parfois égaler le mien, ce qui n'est pas peu dire. Sur les lieux du meurtre se trouvait la femme de la victime, son fils de 2 ans qu'elle tenait dans ses bras, une femme de ménage assez mignonne, mais qui semblait totalement bouleversée au point de perdre connaissance pour la 2e fois lorsque j'arrivais, et le frère du Maccabée qui tentait de réconforter sa belle-sœur malgré sa propre peine. Les agents sur place m'apprirent que le mari possédait une bonne assurance vie, mais c'était un peu léger pour proférer la moindre accusation. C'est à ce moment qu'un voisin passa la tête par la porte accompagné de son berger allemand, apparemment curieux de savoir ce qui se passait, et que je vis le frère du mort se figer et pâlir à la vue du chien. Mais ce qui titilla ma curiosité, c'est que dans le même temps, je vis l'enfant agrandir les yeux devant cette apparition et se mettre à hurler de terreur. J'appelai mon ami et lui dis de faire venir au plus vite les gars du labo pour un prélèvement ADN. Je pensais avoir trouvé son mobile. Et vous, avez-vous une idée de la raison de ce meurtre ? Vous l'aurez sans doute déjà compris, mais si je me suis donné la peine de faire venir la police scientifique, c'est qu'aujourd'hui nous allons parler d'ADN, et plus spécifiquement d'épigénétique. Vous êtes-vous déjà demandé comment certains animaux réalisaient leur migration ? La plupart du temps, les enfants partent avec leurs parents au sein d'un groupe et ils mémorisent le trajet, il s'agit donc d'un apprentissage. Mais que penser du coucou qui fait ce voyage seul, et ce dès la première fois, sans jamais y avoir été préparé ? Que penser également du papillon monarque dont l'espérance de vie est si courte que cette migration se fait sur plusieurs générations ? Et que penser de ces compagnies d'oiseaux qui, contre toute attente, se mettent à tourner au-dessus de la mer sans aucune raison apparente au milieu de leur itinéraire, à l'endroit exact où se trouvaient des îles, plusieurs centaines d'années en arrière. Pour les scientifiques, ces étranges comportements font de moins en moins de débat, car plus nous avançons, et plus nous nous faisons à cette idée un peu folle qu'au cœur même de nos cellules se trouverait la mémoire de nos ancêtres. Avant de parler mémoire, il faut déjà comprendre ce qu'est l'ADN et quel est son rôle dans le corps humain. Je ne pense rien vous apprendre en vous disant que votre corps est composé de différents organes, et ces organes sont composés de cellules. Chaque cellule a un rôle bien précis, et celles chargées de renouveler le foie n'ont par exemple absolument rien à voir avec les neurones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que nous n'entamions notre processus de croissance dans le ventre de notre mère, toutes ces cellules étaient identiques. Ce n'est qu'ensuite qu'elles se sont spécialisées. Cette information, qui n'a l'air de rien balancer comme ça, est en fait capitale, car elle signifie qu'au départ, toutes les cellules avaient la même information, l'ADN. Une cellule, c'est ça, une membrane plasmique qui contient essentiellement du cytoplasme, c'est-à-dire un environnement composé à 80% de flotte avec des sels minéraux et divers composés organiques, et de plusieurs organites, c'est-à-dire des structures spécialisées dans un rôle bien précis. Pour le moment, nous allons principalement nous intéresser au noyau, car c'est lui qui contient le fameux acide désoxyribonucléique. En fait, au cœur du noyau, on trouve des chromosomes. Ils sont au nombre de 46, 23 paires pour être exact, et en vulgarisant les choses à la machette, on pourrait dire qu'ils sont constitués en grande partie de cette fameuse double hélice que vous connaissez tous. Si on la décompose, elle est elle-même constituée de 3 éléments dont 2 sont fixes. Il y a toujours un élément phosphate, toujours un sucre, et une base azotée, la partie variable. L'ensemble forme un nucléotide. C'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Cette base azotée peut être soit de l'adénine, soit de la thymine, de la cytosine ou encore de la guanine. Ces 4 éléments sont souvent symbolisés par la première lettre de leur nom, soit A, T, C et G. Bon, ok, j'imagine que pour l'instant, ça vous fait une belle jambe de savoir ça.
Mais comprenez qu'une section de cette chaîne représente un gène, et donc une section héréditaire. Votre corps en contient environ 23 000, et c'est leur ensemble qui fait que vous êtes qui vous êtes, soit un être parfaitement unique. Et pour certains, c'est tant mieux. Ce regroupement de gènes, c'est ce qu'on appelle le génome, et vous pouvez voir ça comme un énorme bouquin de recettes. Pour bien comprendre comment ça marche, prenons le cas de Sophie. Elle a les yeux verts, et ce grâce à la faible quantité de mélanine, un pigment de couleur foncée, qui vient se mélanger à la couleur structurelle de son iris, le bleu. À un niveau cellulaire, son ADN possède une section particulière. Celle-ci va se rompre pour laisser la place à une enzyme, l'ARN polymérase. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les bases azotées fonctionnent 2 par 2. A et T sont toujours ensemble, et C et G également. Pour copier l'information, l'ARN va simplement avoir à synthétiser la base azotée correspondante. En face d'un T, elle va mettre un A, en face d'un C, elle va mettre un G, en face d'un G, un C, et en face d'un A, bien un U. Oui, c'est une des petites différences entre l'ADN et l'ARN, ici la thymine est remplacée par de l'uracile. La seconde différence étant que le sucre est lui aussi remplacé par du ribose. Mais peu importe, ce n'est pas très important pour la transmission de l'information. Ce qu'il est en revanche, c'est qu'une nouvelle chaîne va se créer, copier les informations du gène pour les amener ailleurs. Cette copie, que l'on appelle l'ARN pré-messager, va subir quelques modifications dont je vous passe les détails, pour enfin obtenir l'ARN messager. Celui-ci va pouvoir transiter vers le réticulum endoplasmique où se trouvent de petites usines, les ribosomes. Elles, leur rôle c'est de fabriquer les protéines en associant des acides aminés. Quand l'ARN arrive, il passe dans la machine et tout s'agence selon ses instructions. Bon, alors là on va faire une petite pause pour expliquer 2-3 trucs parce que c'est important. Les acides aminés sont des molécules qui, combinées ensemble, peuvent donner des protéines. Il en existe 22 comme l'arginine et le glutamate par exemple, et c'est la combinaison de ces acides en plus ou moins grande quantité qui permet de créer les protéines dont a besoin notre corps pour fonctionner. Le rôle des ribosomes est donc d'assembler dans la bonne quantité et dans le bon ordre ces acides afin de donner les bonnes protéines. Seulement un ribosome c'est juste une usine et elle fait donc ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on lui donne une recette, le fameux ARN, qui est une transcription d'un gène en particulier. Là bien sûr, vous vous dites qu'il y a quand même un sacré souci, parce que l'ARN contient 4 bases azotées différentes, et elles sont supposées donner la recette pour 22 acides aminés, et ça ne colle bien sûr pas. Sauf si on considère que les nucléotides sont lus 3 par 3, ce qu'on appelle un codon. Sachant qu'il y a 4 bases possibles, ça nous fait un total de 64 combinaisons. Et là, vous allez voir à quel point le fonctionnement de votre propre corps est juste complètement hallucinant. C'est un peu comme si chaque ribosome avait son tableau de conversion. Si ACU passe, il vient mettre de la tréonine, puis si le prochain codon est UCC, alors il ajoute de la sérine. AAU, pas de souci, il sait que c'est de l'asparagine qu'il doit coller après, et ainsi de suite. Un gène correspond à une protéine, et c'est la lecture de l'ARN correspondant qui va permettre à un ribosome d'assembler correctement les acides aminés pour la produire et l'envoyer où il faut dans le corps. Ainsi, pour la synthèse de la mélanine responsable de la coloration des yeux de Sophie, en dehors de quelques autres gènes mineurs, ce sont principalement les gènes OCA2 et HERC2 qui donnent respectivement la protéine P et la protéine HERC2. Ouais, non, ils se sont pas vraiment cassés le cul pour les noms. Et sont responsables de sa production en plus ou moins grande quantité. Comme je vous le disais précédemment, votre ADN est un gros bouquin de cuisine, et les ribosomes sont les machines qui vont produire les plats afin de faire cet incroyable buffet. Vous. Oui, vous êtes un buffet. En gros. Comme vous le savez bien sûr, la moitié de votre génome vient de votre mère, et l'autre moitié de votre père. Votre patrimoine génétique est donc issu de la combinaison de ces deux individus. Parce qu'ils ont... Enfin, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin. Mais, une partie de vous n'est pas induite par votre héritage génétique, mais par votre environnement. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, au départ, toutes nos cellules étaient les mêmes, et ce n'est qu'après, au cours de notre croissance, qu'elles se sont spécialisées. Toutes ces cellules possèdent les 46 chromosomes, soit l'intégralité de votre bagage génétique. Et pourtant, elles ne font pas toutes la même chose. Cela s'explique par le fait que certains gènes sont actifs ou non, selon le rôle que doit tenir la cellule. Voyez ça comme un masque qu'on apposerait sur votre brin d'ADN, sauf que celui-ci n'est pas binaire. Ce n'est pas tu passes ou tu passes pas, vous n'essayez pas de rentrer en boîte. Ce serait plutôt un masque dont chaque section serait plus ou moins opaque pour plus ou moins activer certaines zones. Chaque cellule possède son propre masque qui lui permet d'utiliser ou non certaines sections et donc de se spécialiser dans une activité en particulier. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et comme je vous le disais, votre environnement peut altérer ce masque. Le cas le plus simple à comprendre, c'est le bronzage. Lorsque les cellules de votre peau sont exposées aux rayons UV, certaines cases vont devenir moins opaques afin de produire davantage de mélanine. Mais la grosse différence entre la mutation et l'épigénétique, c'est l'aspect temporaire de la chose. Lorsque vous subissez une mutation de votre ADN, celui-ci va être irrémédiablement altéré.
altéré. C'est de cette façon que l'évolution des espèces marche, mais ça on en parlera une autre fois. Mais lorsque votre ADN subit une modification épigénétique, ce n'est pas lui directement qui est altéré, mais le masque. La preuve en est, lorsque vous arrêtez de vous exposer au soleil, votre peau va pâlir, parce que la production de mélanine va de nouveau diminuer. La conséquence de cet aspect temporaire, c'est que contrairement à la mutation qui est transmise aux enfants, puisqu'elle modifie concrètement l'ADN, les marqueurs épigénétiques sont totalement réinitialisés lors de la formation des gamètes. L'embryon subirait alors une sorte de réinitialisation de tous les masques afin de démarrer sa croissance sur des bases vierges. Du moins, c'est ce qu'on pensait. En 2014, des chercheurs de l'école de médecine de l'université d'Emory à Atlanta ont mené une expérience qui a jeté un sacré pavé dans la mare. Durant 3 jours, à raison de 5 fois par jour, les chercheurs ont envoyé de légers chocs électriques à une douzaine de souris mâles, tout en les exposant à une odeur bien particulière, l'acétophénone. C'est pas super gentil pour les souris, on est tous d'accord là-dessus, et le but était de provoquer une réaction instinctive de peur à cette odeur spécifique chez les sujets. Ils ont ensuite fait se reproduire les mâles avec des femelles qui n'avaient jamais été exposées, et ont ensuite confié les enfants aux mères uniquement pour éviter tout apprentissage ou échange d'informations. Le résultat est contre toute attente, c'est qu'en exposant les enfants à l'acétophénone, ces derniers sont pris de panique, comme si la peur de cette odeur faisait déjà partie pour eux de leur bagage génétique. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a pu observer le même comportement sur 3 générations. Cette expérience a mis en évidence que non seulement la peur, mais n'importe quel épisode traumatisant dans la vie d'un individu pouvait altérer les marqueurs épigénétiques, mais qu'en plus, contrairement à ce qu'on pouvait croire, tous ces marqueurs ne sont pas tous réinitialisés lors de la formation des gamètes. Les souvenirs sont transmis, et ce de manière certaine, aux enfants. Comme je vous le disais, cette expérience a jeté un gros pavé dans la mare et a encouragé d'autres équipes à s'intéresser au sujet. Si bien qu'en 2018, soit l'année dernière, ce n'est pas un pavé qui a été jeté dans la mare, mais carrément une bombe. David Glanzman, professeur à l'université de Californie, a pris un escargot de mer et lui a infligé de légers chocs électriques à lui aussi. Et non, ce n'est pas très gentil non plus, même si c'est un escargot. Tous les individus de cette espèce réagissent de la même manière à ce stimuli en rétractant leur queue durant 1 seconde. Mais en leur administrant 5 fois ce choc toutes les 20 minutes, au bout de 2 jours, il est possible de provoquer un geste réflexe qui ne dure plus 1 seconde, mais 50. Le professeur Glanzman a alors ponctionné du système nerveux de l'animal l'ARN pour l'injecter à un autre sujet. Il a attendu 1 journée, et là, l'impensable est observé dès le premier choc électrique. Ce nouveau sujet contracte sa queue durant plus d'une trentaine de secondes. Vous ne rêvez pas, la conclusion de cette expérience est qu'il a été possible de transférer les souvenirs d'un individu vers un autre. En fait, jusque-là, on pensait que c'était le réseau neuronal qui était responsable de la création des souvenirs. Or, il apparaît qu'en fait, ce seraient les marqueurs épigénétiques. Des marqueurs qui peuvent être prélevés et injectés, ou transmis aux générations futures lors de la procréation. Inutile de vous dire qu'actuellement le monde scientifique est en sueur. Cette découverte est lourde de conséquences, remettant carrément en question certaines affirmations de Darwin que nous prenions jusque-là pour acquises. Pour le moment, si la transmission de ces marqueurs ne fait absolument aucun doute pour les plantes et certains mammifères, il n'en est pas de même pour l'être humain, notre système étant beaucoup plus complexe. Mais ces récentes découvertes sont absolument dingues et ouvrent des portes dont on ne soupçonnait même pas l'existence, y compris pour des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, entre autres. Sachez-le, il est très probable que vous portiez dans votre bagage génétique des souvenirs de vos parents, de vos grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Certains scientifiques vont carrément jusqu'à dire que certaines phobies qu'on n'explique pas ne viendraient pas de notre expérience mais de celle de nos aïeuls. Pour en revenir à l'enquête et en sachant ça, lorsque j'ai vu l'enfant avoir une peur instinctive de l'animal tout comme son oncle, j'ai voulu vérifier ma théorie et bingo, il s'agissait en fait de son père. Le mari avait été assassiné par les amants lorsqu'il avait découvert la vérité. Bon, évidemment sur un plan scientifique ça ne vaut absolument rien, mais parfois, il faut juste savoir suivre son instinct. Comme toujours, j'espère que vous ressortirez de cette émission un peu moins nigo que vous n'étiez avant. N'oubliez jamais qu'une bonne réflexion s'accompagne toujours d'une bonne pipe. Moi, je vous dis à dans 15 jours, ciao!